Bonjour, quel carburant pour demain? À la base d'une vidéo, vous deviez déterminer quel est le premier objectif des améliorations de ce moteur. C'est un moteur DCI 130 d'une firme qui fabrique des voitures et à chaque fois, à chaque amélioration, il y avait un pourcentage, moins 20% ici de CO2. Et bien oui, en fait, l'amélioration, c'est principalement dans ce cas-là de réduire les émissions de gaz carbonique en étant beaucoup plus efficace. Pourquoi il y a émissions de gaz carbonique? Parce que ces moteurs sont à base de combustion d'un carburant, essence, gasoil, etc. Et cette combustion en chimie produit toujours un gaz, entre autres, qui s'appelle du gaz carbonique, du CO2. D'accord? L'objectif ici, dans ce chapitre, ça va être souvent de déterminer la quantité de CO2 en grammes ou en kilogrammes produite par un véhicule sur 100 km. Alors, voilà ce qu'on verra au cours de ce chapitre. Nous, ce qu'on va voir pour l'instant dans cette introduction, c'est de citer les différents carburants utilisés, leur mode de production. On va commencer par les carburants actuels, qui sont les carburants fossiles, d'accord, et dont on veut les remplacer petit à petit par d'autres carburants qui sont les biocarburants. Alors, pour ça, vous deviez répondre aux questions suivantes à partir d'une vidéo d'un C'est pas sorcier. Alors, quelle espèce chimique constitue le pétrole? Alors, vous deviez voir dans le document que le pétrole est fait à base d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, ben voilà quelques exemples de modèles moléculaires. Un hydrocarbure très simple, constitué d'une boule noire d'un atome de carbone et ici de 4 atomes d'hydrogène. Ensuite, une molécule un peu plus compliquée, constituée de 4 atomes de carbone, 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2, 10 atomes d'hydrogène. Ensuite une autre, et puis voilà. Donc, les hydrocarbures, dans hydro, et ben ici, ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène, des carbures, ça veut dire qu'il y a carbone lié par des liaisons, d'accord? Et c'est pour ça que ça s'appelle des molécules organiques, c'est des molécules qui ont des liaisons carbone, hydrogène à retenir. C'était une question au bac et que vous avez dû voir l'an dernier. La deuxième question. Quels sont les atomes présents dans un hydrocarbure? On vient d'y répondre, ce sont les atomes de carbone et d'hydrogène quand je viens d'y répondre. Troisième question. Quel procédé permet de trier les molécules d'hydrocarbures? Alors vous avez vu durant la vidéo qu'on vous expliquait que quand on fore et qu'on extrait du pétrole, en fait c'est du brut au départ. Ce brut en fait est constitué d'un mélange de molécules d'hydrocarbures dont je vous ai présenté tout à l'heure. Le but après, quand on met ça dans un moteur, c'est de pouvoir extraire juste quelques molécules qui forment l'essence, qui forment le gasoil, qui forment le fuel. Et pour ça, il faut séparer ce brut qui est un mélange liquide et pour extraire et séparer donc les molécules qui forment l'essence, etc. Ce procédé s'appelle donc un procédé de distillation. Ici, vous avez un exemple avec cette petite animation de ce que c'est la distillation. Alors, comment est constitué ce dispositif? Ici, on imagine que c'est mon mélange, c'est mon brut, qui est symbolisé, simplifié par des molécules, on va dire que c'est des boules bleues, et puis des molécules qui s'appellent des boules, qui sont des boules violettes. Ici, on va avoir un bec benzène, on va chauffer, et puis ici, on va prendre la température des vapeurs. Alors les vapeurs, elles vont passer par là, et puis après, elles vont passer par là. Et puis ici, on a ce qui s'appelle un mélange réfrigérant. On fait passer de l'eau froide ici, autour de ce tube-là dans lequel vont circuler les vapeurs. Au contact du froid, les vapeurs, bien sûr, vont se condenser et on va en récupérer ici. Maintenant, on va regarder ce qui se passe et puis surtout, on va regarder au niveau de cette température ce qui se passe et puis des molécules, il va se passer plein de choses. Donc, j'y vais. Quand j'appuie, je commence à chauffer ici. Commençant à chauffer, vous savez que l'agitation thermique des molécules va augmenter. Et puis ici, vous allez voir que la température, elle augmente au fur et à mesure. Donc, vous voyez la température qui augmente, les molécules ici qui se vaporisent, qui s'évaporent, mais vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule. C'est les bleus qui se vaporisent, les autres restent liquides, donc le niveau diminue. Et c'est ça la séparation. C'est le fait que ici, vous pourrez remarquer que la température reste constante, on est à un palier de vaporisation. Et à partir de là, ces vapeurs-là vont passer ici, va se transformer en gouttelettes liquides qui vont passer ici et qu'on va récupérer. Et on est en train bien de séparer, donc le gaz ici arrive, se transforme en gouttelettes et
arrive ici. On a bien séparé ces molécules-là de ces molécules-là parce que leurs températures de vaporisation ne sont pas les mêmes et là on peut arrêter de chauffer. Elles se condensent donc à une température qui est différente de celle-ci et nous quand on est dans le brut, il va y avoir des mélanges de molécules d'hydrocarbures avec un nombre différent de carbone et leur température d'ébullition, donc leur température de condensation vont être différentes et ça c'est très important pour la suite. Il fallait donc répondre la chose suivante. C'était la distillation qui était le procédé de tri du mélange d'hydrocarbures. 4. Quelle propriété du mélange d'hydrocarbures utilise-t-on pour les séparer? Tout simplement le fait que la température d'ébullition dépend de la molécule d'hydrocarbures, c'est-à-dire que la molécule qui est là va pas avoir la même température d'ébullition et de condensation que celle-ci. D'accord? C'est pas du tout la même chose. 5e question. Comment évolue la température d'ébullition avec le nombre d'atomes de carbone de l'hydrocarbure? Vous imaginez bien que pour pouvoir séparer ces molécules-là qui sont très lourdes de ces molécules-là qui sont très légères, il va falloir faire bouillir beaucoup plus. Donc la température d'ébullition, de vaporisation de ces molécules très lourdes va être beaucoup plus haute que la température d'ébullition ou de condensation de cette molécule-là. D'accord? Donc plus il y aura d'atomes de carbone, plus la température d'ébullition sera importante, moins il y en aura, moins elle sera élevée. Donc en fait, plus le nombre d'atomes augmente, plus la température d'ébullition augmente. Ici, j'ai fait une petite erreur avec un S qui me manque ici à atome. Et on va utiliser cette propriété-là pour pouvoir séparer le mélange de brut. Enfin, 6. Quelle est la différence entre le gasoil et l'essence dans un moteur à combustion? Vous avez dû voir dans la vidéo que au niveau du gasoil et au niveau de l'essence, pour exploser, elle a besoin d'une étincelle. Elle a besoin d'une forte température et d'une étincelle. Tandis que le gasoil a besoin que d'une forte température et du coup il va s'auto-amorcer et donc il n'aura pas besoin d'une étincelle. C'est ça la différence. Il y a de l'auto-allumage dans le gasoil et dans le diesel alors qu'il n'y en a pas dans l'essence. Il fallait donc répondre la chose suivante. Le gasoil, il y a de l'auto-allumage, c'est-à-dire c'est la chaleur de compression lorsque le piston se ramène et comprime le gaz qui permet de s'auto-allumer. Et ensuite l'essence, il faut par contre une bougie pour pouvoir allumer et faire exploser l'ensemble. Alors sur ce principe-là, vous aviez à compléter ici une colonne de distillation qu'il y a tout simplement dans les raffineries. Il fallait compléter essence, gaz de pétrole, fuel domestique, kérosène et gasoil par rapport à la vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le brut, on le met là. On chauffe ce brut à haute température jusqu'à dans les 350-380 degrés dans un four. À 380 degrés, il va y avoir toutes les vapeurs qui s'échappent. Et ici, vous voyez que la température diminue quand on monte. Bah oui, quand on monte dans un tuyau de cheminée, il fait de plus en plus froid quand on arrive en haut. Donc ça, c'est des températures, on va dire, normales du fait qu'on monte. Comme c'est un mélange, les températures d'ébullition et de condensation sont différentes. Donc en fait, toutes les vapeurs vont sortir, puis on va mettre des coupelles à l'envers, qui sont à la température de 130, de 200, 260, 350, et tout simplement les vapeurs vont se condenser. Mais si j'ai du gaz, du méthane par exemple, le méthane il va se condenser à 40 degrés. Donc quand il va passer là que c'est à 350 degrés, en fait il va repasser par ici, d'accord, il va suivre le chemin, il va se condenser qu'à partir du moment où on est à 40 degrés, on va le récupérer ici. D'accord? Maintenant, quand il y a des molécules beaucoup plus lourdes, elles vont se condenser à un palier de 350 degrés parce qu'elles ne peuvent pas monter plus haut à l'état gazeux. Alors, d'après le document, il fallait compléter où était l'essence. Vous aviez ici des images, le gaz de pétrole, le fuel domestique, le kérosène et le gasoil. Bon, là j'ai mis un peu plus en gros plan. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a du gaz de pétrole. C'est des molécules qui vont de 1 carbone à 4 carbone. Et là, on est à 40 degrés quand au niveau de la température de condensation. Maintenant, quand on est entre C6 et C12, donc on a des molécules qui ont 6 carbones jusqu'à 12 carbones, là, c'est de l'essence. Ici, pour l'avion
10 carbone à 14 carbone, on a du kérosène. De 12 carbone à 23 carbone, on a ce qui s'appelle le gasoil. Donc le gasoil a une température de condensation à 260 degrés. L'essence a une température de condensation à 130 degrés. Ici, on arrive dans le fuel domestique. Et puis ici, vous avez tous les produits lourds avec des grosses molécules jusqu'au bitume ici. Ça, c'est une colonne de distillation qu'il y a dans les raffineries. Il y en a une à côté de Lyon, à Feyzin. D'accord. Et ici, vous avez la vraie tour de distillation. On met le brut en bas, on fait chauffer, puis on récupère les différents éléments à différents niveaux. Avec une petite image ici. D'accord. Ça, c'est pas important pour l'instant. Ensuite, vous deviez compléter ici deux images. Donc ici, vous devez compléter une image pour le biocarburant. Le biocarburant, je vous l'ai dit en TP, est constitué principalement de deux carburants principaux qui remplacent pour les hydrocarbures l'essence et le diesel. On parlera dans ce cas-là de biodiesel et on parlera de bioéthanol. Alors pourquoi c'est des biocarburants? Parce qu'ils sont faits à base de plantes ici, de plantes qu'on vient de couper et dont on va extraire, on va faire par un procédé ici la transestérification, on va créer ce qui s'appelle du biodiesel dans un premier cas, et puis nous on a en TP, on a fait un processus de fabrication qui ressemble à ça, mais nous on est parti du sucre, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la betterave, la canne à sucre pour la couper, etc. On est parti, on en extrait du sucre, du saccharose, qu'on fait fermenter. Vous avez fait de la fermentation en fait accélérée pour obtenir de l'éthanol, mais à partir de plantes, donc on appellera ça du bioéthanol. C'est des carburants de première génération. Pourquoi? Parce qu'on part des plantes. Maintenant, les carburants de deuxième génération, on va fabriquer du biodiesel et du bioéthanol également, sauf qu'on va les utiliser à partir de déchets organiques, industriels et ménagers, ou des résidus agricoles, de la paille des pailles, enfin des résidus, d'accord, et pas directement à partir de plantes coupées. Et on obtiendrait ici, vous avez deviné que c'était le biodiesel, hein, de toute façon c'est marqué là, gazole ou biodiesel, et puis ici, du bioéthanol par des processus de fermentation et des synthèses, dont je vous passe les détails, il y en avait un exemple dans une vidéo. Donc, maintenant, on fera l'exercice 12, page 54, plus tard. Dernière chose, vous deviez voir une dernière vidéo où là on vous parle des algocarburants. Qu'est-ce que sont des algocarburants? C'est des carburants fabriqués à partir d'algues. Les algues sont également des organismes vivants comme les plantes, et moi je vous demandais quelles conditions sont nécessaires à la croissance des algues pour qu'elles se multiplient. Donc on a besoin d'algues qui se multiplient et surtout qui soient concentrées en ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des hydrocarbures. Pour pouvoir brûler. Et en fait, comme toute plante, elle a besoin de lumière et de CO2 en grande quantité pour faire la photosynthèse et se multiplier. Et ça fait partie d'un mode de production qui s'appelle l'algochimie. Alors le problème c'est que c'est pas très rentable à l'heure actuelle, ça coûte très cher de faire ces carburants à partir d'algues, donc on essaye d'optimiser et de trouver la bonne algue qui arrive à rendre le coût de production très peu cher, comme le pétrole. Je résume, vous avez, je résume, vous avez trois modes de production, d'accord, de carburant. Vous avez la pétrochimie, fait donc à partir des carburants fossiles, des hydrocarbures. Vous avez ce qui s'appelle l'agrochimie. L'agrochimie, c'est tout ce qui est biocarburant fait à partir de plantes ou de déchets industriels. Et enfin, vous avez l'algochimie. Alors cette algochimie, c'est encore au stade expérimental, c'est-à-dire que le coût de production est trop important. Voilà ce qu'il fallait compléter dans cette première introduction.